l'ouverture ce matin dans la capitale politique ivoirienne de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les gouvernements des deux pays étaient réunis autour des présidents Compaoré et Ouattara pour évaluer l'état de mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Yamoussoukro. Au Mali, après le soulagement de la tenue sans heurts de la présidentielle, l'attente des résultats est une autre paire de manches à gagner. Et puis, médias publics et démocratie au Burkina, rôle et responsabilité de la télévision publique dans l'implication citoyenne, un thème bien actuel pour accompagner les festivités du cinquantenaire de la télévision nationale. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. En attendant de vous proposer le voyage de notre équipe à Yamoussoukro concernant donc la rencontre entre les deux chefs d'État burkinabés et ivoiriens, nous allons continuer chez nous pour suivre la 9e session du Conseil national du Fonds du millénaire pour le développement. Un conseil renouvelé de moitié, élection couplée du 2 décembre dernier oblige. Aussi, ce rendez-vous aura servi de rappel pour les anciens membres et d'instruction pour les projets sur les fonds du projet pour les nouveaux membres. Donc, plus de précisions sur la session avec Ismaël Diloma, Sirima et Nyarkiteda. L'un des organes pour l'atteinte des objectifs du Millennium Challenge compte est le Conseil national. Il est composé de 28 membres, dont la moitié sont des élus locaux et l'autre moitié composée de représentants de la société civile, du secteur privé et des ONG. Ce Conseil national se positionne comme l'interface entre le MCA et les populations bénéficiaires. C'est l'organe à travers lequel nous allons expliquer tout ce que nous faisons pour qu'à leur tour, ils servent de relais pour expliquer donc, à la base donc, les réformes qui sont en cours. Et ça permet et ça facilite effectivement l'exécution de tous nos projets sur le terrain. À cette 9e session du Conseil national, les membres ont été informés des principaux projets du MCA. Il s'agit des projets de désenclavement, de développement de l'agriculture et de sécurisation foncière. Autant de défis que le nouveau Conseil renouvelé de moitié compte relever. Nous, notre tâche aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations puissent savoir exactement qu'est-ce que c'est que le compact, qu'est-ce que le compact est en train de faire donc, au niveau de sa zone d'intervention, en plus de ce qui est déjà fait, bien sûr, hein, et au niveau de l'ensemble donc, des communes du Burkina Faso, quels sont les avantages que nous allons tirer. Tous les projets du MCA doivent prendre fin avant le 31 juillet 2014. Et le coordonnateur national du MCA d'inviter tous les acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les projets soient exécutés à 100%. Et puis on regarde la page spéciale cinquantenaire de votre petit écran national, médias publics et démocratie au Burkina, rôle et responsabilité de la télévision publique dans l'implication citoyenne. C'est un thème d'actualité qui a donc été débattu publiquement aujourd'hui même. La conférence a été développée par le journaliste et actuel conseiller à la présidence du FASO, le docteur Mahamoudou Ouedraogo, et modérée par la présidente du CSC, Béatrice Damiba, le compte rendu de Pélagie Bempanoma Savadogo. Médias publics et démocratie au Burkina Faso, rôle et responsabilité de la télévision publique dans l'implication citoyenne, c'est le thème qui a fait l'objet de débats ce matin aux Archives nationales. Une conférence publique animée par Dr Mahamoudou Ouedraogo, conseiller à la présidence du FASO, et la présidente du Conseil supérieur de la communication, Béatrice Damiba. Dans sa communication, le conférencier a d'abord évoqué la problématique de l'accessibilité des populations aux médias, le droit à l'information, la ligne éditoriale des médias, avant de se pencher sur la responsabilité de la télévision publique dans l'implication citoyenne. Selon Mahamoudou Ouedraogo, la responsabilité sociale reste la tâche qui incombe à tout journaliste de la télévision. La responsabilité sociale doit être le guide pour la réflexion et la pratique des personnels de la télévision nationale. Cela veut dire quoi? Avoir comme souci le public et même les publics, parce qu'il y a plusieurs types de publics. C'est le public qui doit être à la source de tout engagement des journalistes. Il vaut mieux que tous ceux qui sont à la télévision nationale, les responsables comme les travailleurs, aient le souci du public et des citoyens en tête. C'est ça qui va être le gage du succès ultérieur de la TNB.
Avec les participants en majorité journalistes ont suivi cet exposé. Leurs préoccupations ont essentiellement porté sur l'équilibre dans le traitement de l'information, les mouvements récents des journalistes et les chartes des journalistes. On a beaucoup appris non seulement de la télévision nationale d'avant, mais également on a eu beaucoup d'éclairage sur la situation actuelle de la télévision du Burkina. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de questions taboues, même les questions liées à la liberté du travail dans les rédactions, aux conditions de vie et de travail matériel même des agents à la télévision nationale ont été abordées. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Une démocratie sans journaliste, un journaliste sans démocratie, c'est toujours bon d'apprendre. C'est une reprise. Nous, il nous avait parlé assez souvent de ça, mais ces recherches sont allées très loin. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du jubilé d'or de la télévision nationale du Burkina, prévu le 5 août prochain. D'abord hésitantes, puis trop abondantes, les pluies auront eu finalement la main lourde sur Kounadia. Les habitants de ce village, à une quinzaine de kilomètres de Dédougou, se sont retrouvés les pieds dans l'eau suite à des inondations. Plus de 300 personnes y sont désormais sans abri. Passés les moments de panique, viennent les questions de routine. Pourquoi? D'aucuns pointent du doigt l'étroitesse du pont de la localité. Les premières autorités de la région promettent plus d'éclaircissements sur le sujet. Karim Sissé. Je vous annonçais à l'instant les inondations qui ont eu lieu dans le village de Kounadia, à quelques kilomètres de Dédougou, des inondations pour lesquelles les habitants se posent encore les questions. Comment sont arrivées ces inondations? Notre reporter sur place pourra nous dire un peu plus. Pourra nous en dire un peu plus dans les prochains jours. En attendant, on regarde cette situation qui est arrivée dans le village de Kounadia. C'est donc un reportage signé de Karim Sissé. La pluie qui s'est abattue sur Kounadia dans la nuit du 28 au 29 juillet a été au-delà des attentes. Dame Nature a été plus que généreuse en déversant son trop-plein ici. Environ 100 mm3 d'eau tombée en seulement 3 ou 4 heures d'horloge. Conséquence, une bonne partie de ce village, situé à 15 km de Dédougou, sur l'axe Dédougou-Ouagadougou, s'est retrouvé dans l'eau. Pour le moment, nous sommes à 41 ménages que toutes les maisons sont tombées. Et puis, bon, il y a trop de dégâts. Il y a les dégâts matériels. On peut mobiliser les gens. Les gens sont sortis pour que... La pluie qui s'est abattue sur Kounadia dans la nuit du 28 au 29 juillet a été au-delà des attentes. Dame Nature a été plus que généreuse en déversant son trop-plein ici. Environ 100 mm3 d'eau tombée en seulement 3 ou 4 heures d'horloge. Conséquence, une bonne partie de ce village, situé à 15 km de Dédougou, sur l'axe Dédougou-Ouagadougou, s'est retrouvé dans l'eau. Pour le moment, nous sommes à 41 ménages que toutes les maisons sont tombées. Et puis, bon, il y a trop de dégâts. Il y a les dégâts matériels. On a pu mobiliser les gens sont sortis pour que, en tout cas, chercher un coin, déposer les enfants. Mais ce qui est le grand problème, tous les matériels sont dans la maison. Il y a des sacs de maïs, il y a du mil, il y a des vélos, il y a l'argent. En tout cas, c'est beaucoup. Informés, les sapeurs-pompiers de Koudougou, la gendarmerie et les autorités de Dédougou se sont déportés sur le lieu qui pour apporter secours et réconfort aux sinistrés, qui pour sécuriser les lieux. En tant que service technique, quand nous sommes arrivés, nous avons en tout cas constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de maisons qui se sont écroulées. Immédiatement, l'idée de trouver un local pour pouvoir héberger les différentes familles qui sont sinistrées, qui sont au nombre de 46 présentement, nous est venue à l'idée. Nous sommes allés au niveau des... On a déjà d'abord identifié les différentes écoles au niveau du village. On a 3 écoles présentement qui sont en tout cas disponibles. Des mémoires d'hommes, Kounadia n'avait jamais connu un cas d'inondation.
Et selon les habitants, le bitumage de la voie aurait barré le passage à l'eau. Ce qui a été observé de visu, c'est qu'il y a eu une rétention de l'eau. Maintenant, j'ai instruit le directeur régional des infrastructures à venir sur les lieux pour voir quelle est la cause exacte de cette inondation. Mais la population accuse la route. On ne peut pas, à l'état actuel, dire que c'est ça. Vivement qu'une solution soit trouvée afin d'éviter une seconde inondation, quand on sait que août et septembre sont les mois qui enregistrent une forte pluviométrie au Burkina Faso. Ni les eaux, encore moins les flammes ne devraient arriver à bout de leur engagement. Plus de 700 jeunes burkinabés viennent de boucler une formation en sauvetage et secourisme à l'ombre des sapeurs-pompiers. Ils se disent prêts à venir en aide aux populations de leur localité d'origine. C'est une initiative des départements en charge de la sécurité et de la jeunesse. Et le reportage est signé de Moussaki et Aboubakar Sagnon. Éteindre un feu domestique, assister une personne blessée semble être des gestes simples mais pas connus de tous. À l'image de cette fille, ce sont au total 725 jeunes qui ont appris les techniques d'extinction des incendies, de secourisme et de sauvetage des personnes en danger. Après 3 jours de formation, ils sont à présent aptes à apporter leur concours dans la protection des personnes et des biens aux côtés des sapeurs-pompiers. Cette formation nous a permis d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le secourisme, l'éducation civique, les risques d'incendie et d'inondation. Désormais, nantis d'un ensemble de savoirs, nous sommes à mesure d'apporter notre concours utile au service public de secours et de lutte contre l'incendie que sont nos vaillants soldats de feu. Venus de Banfora, de Bobo-Dioulasso, de Waïgouya, de Koudougou et de Ouagadougou, ces jeunes repartent nantis de connaissances qui seront utiles aux populations. Déjà, vous savez, lorsqu'il y a une situation d'urgence, tout de suite, ce n'est pas évident d'avoir les pompiers à côté. Vous avez la population, on peut tout de suite prendre un geste simple, juste mettre quelqu'un dans une position peut sauver la vie de la personne. Quand les gens sont formés, quand la population est formée comme ça, surtout la jeunesse, ces gens peuvent très vite secourir des gens et en attendant l'arrivée des secours. Ils sont en fait maillons de la chaîne maintenant, ils posent les premiers gestes le temps que les secours n'arrivent. Le projet a été initié par le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité en collaboration avec celui de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Il vise non seulement le renforcement du secourisme et du sauvetage des personnes en danger, mais aussi la création d'emplois au profit des jeunes du Burkina. C'est le mystère du maniement de la charrue agricole qu'ils viennent de percer. Des productrices et producteurs des hauts bassins et des cascades ont appris les rudiments de l'utilisation d'équipements agricoles. La formation s'inscrit dans le cadre de l'opération 100 000 charrues du ministère en charge de l'agriculture. La même formation a été donnée aux producteurs des autres régions du Burkina, Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Kaori. Permettre une bonne utilisation du matériel acquis grâce à l'opération 100 000 charrues, c'est l'objectif de cette rencontre qui a réuni une cinquantaine de producteurs agricoles de la Comoé et du Oué. Cette formation a permis aux producteurs et productrices d'apprendre à monter correctement les charrues et à les régler selon les normes standards. Vu l'enthousiasme avec lequel ils se sont mis dedans, je suis sûr qu'arriver sur le terrain, là, ils vont essayer de voir. Ce n'est même pas essayer, ils vont le pratiquer et d'autres vont suivre leur exemple. Nous voulons qu'ils connaissent tout le matériel qu'il y a et qu'ils sachent que ce qu'on met à leur disposition, c'est du matériel qui a été fabriqué selon des standards qui sont normaux. Et c'est à cause de cela qu'on leur exige de faire la bonne technique pour que ce matériel conçu pour cela puisse répondre effectivement et travailler le sol comme il faut. Lancée depuis le 3 juin 2011, l'opération 100 000 charrues a permis à ce jour de mettre à la disposition des producteurs burkinabés près de 60 000 unités. Et ces exercices pratiques qui visent une bonne utilisation du matériel reçu touchera 702 producteurs des 13 régions du Burkina.
Le temps s'y prête et les producteurs de coton suivent la cadence. L'UNPCB, l'Union provinciale des producteurs de coton du Houé, passe à la phase reboisement, planter et même entretenir les nouveaux plants. Ce sont des actes aussi vitaux que salvateurs. Les initiateurs visent à contribuer à sauver les berges du cours d'eau de la Pamenezou de l'assablement. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux dans la province, Anatole Nakoulma, Sylvain Vebamba. 1000 plants de caïcédra, de détarium, de baobab et de moringa ont été mis en terre à l'occasion du reboisement édition 2013 de l'Union provinciale des producteurs de coton du Houé dans le village de Bala, commune de Satiri. Un reboisement sur site, mais également la possibilité offerte aux cotonculteurs de planter et d'entretenir chacun son arbre. Il faudrait inciter nos populations, nos producteurs, à investir pour vraiment reverdir la nature. Vous savez, avec les changements climatiques, il faut inciter les paysans à planter les arbres. En choisissant ce site, les organisateurs entendent apporter un début de solution au problème de l'ensablement de la source principale du cours d'eau de la Pamenezou, qui a également reçu la visite des autorités ayant participé à cette plantation. Cette source a besoin vraiment d'être protégée parce que de par le passé, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvions pas accéder. Là où nous voyons toujours l'eau, c'est un coin mouvant. Si quelqu'un y rentrait, il pouvait y disparaître. Donc vraiment, on peut dire merci beaucoup à l'UNPCB de cette initiative. Nous allons, nous aussi, en tant que ressortissants et habitants de ces villages-là, grouiller à notre manière, renforcer et consolider cette initiative. À la population de Bala se sont associés les producteurs de coton venus de toute la province et même au-delà, ainsi que des services et structures accompagnant les cotonculteurs dans leurs activités. Protection des berges toujours, celles de grands barrages sont tout aussi menacées par le phénomène de l'ensablement. Agir et au plus vite est la condition de voir se perpétuer les avantages liés à l'exploitation de ces cours d'eau. Inciter à l'action, c'est l'une des missions que se fixe la Commission internationale des grands barrages. Appuyée des membres de ses représentations nationales, la Commission dévoile ses ambitions face à la presse. Le point est signé de Yolande Lompo. Destiné à favoriser l'échange des connaissances et d'expériences dans le domaine de l'ingénierie des barrages, la Commission internationale des grands barrages guide la profession pour réaliser efficacement des ouvrages économiques tout en étant conforme aux règles de sécurité et aux impératifs de l'environnement. La présente rencontre avec les hommes de médias vise à présenter cette organisation dont le but est de favoriser le progrès dans l'établissement des projets, la construction, l'exploitation et l'entretien des grands barrages. À ce jour, on dénombre près de 50 000 grands barrages et 1 million de petits barrages dans le monde. La Chine détient le record, suivi de près des États-Unis, de l'Inde et de l'Espagne. Malgré ce nombre impressionnant, en Afrique, 70% de la population vit sans électricité, car seulement 8% du potentiel hydroélectrique est exploité. Le Burkina Faso dispose de 15 grands barrages et de 1000 petits barrages. Et en vue d'éviter l'envasement, les barrages devraient être entretenus par des professionnels. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont laissés aux mains des populations. Fondée en 1928, la CIGD rassemble 95 comités nationaux et est actuellement dirigée par le Burkina Faso après son élection au Congrès de Kyoto en juin 2012. Et puis ce communiqué pour continuer, le ministère de l'économie et des finances porte à la connaissance de l'ensemble des membres statutaires de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement que la 6e session de ladite Assemblée précédemment prévue pour se tenir le jeudi 1er août 2013 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à 9h, est reportée au vendredi 2 août 2013 à la même heure et au même lieu. Tous les membres statutaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour leur participation effective à la dite session. Le communiqué est signé le secrétaire général Tibila Kabouri.
En page santé, les experts sont unanimes sur la question. Rapidité et efficacité sont deux gestes qui sauvent en cas d'urgence. L'hôpital Blaise Compaoré, qui se veut un centre médical de référence, s'y conforme en vue d'optimiser la prise en charge des urgences médicales au sein de la structure sanitaire. Un atelier de validation d'un manuel irrélatif est en cours. Le point avec Wendata Nathalie Kaori. Près de 50% des admissions dans les centres hospitaliers proviennent des urgences. La prise en charge hospitalière de ces urgences se heurte à un enjeu majeur qui est celui de la gestion du flux des patients, une gestion qui implique des interventions rapides et efficaces. Cette concertation se veut un cadre pour asseoir une organisation hospitalière solide et capable d'offrir des méthodes de diagnostic et de prise en charge adaptées. Le document soumis pour validation est le manuel de procédure des urgences et du plan blanc de l'hôpital national Blaise Compaoré. Dans tout pays, il peut arriver à un moment donné qu'il y ait des accidents, de grandes catastrophes. Et nos structures sanitaires doivent se préparer justement à la gestion de ces catastrophes-là. Et pour se préparer, ils mettent en place un document qu'on appelle le plan blanc, qui dit comment tous les acteurs hospitaliers doivent se préparer lorsque cette catastrophe arrive. Le caractère urgent de la prise en charge des patients dans les services hospitaliers implique plusieurs acteurs. C'est ainsi que des professionnels intervenant dans la gestion des accidents et des catastrophes sont invités à apporter leur contribution pour que l'hôpital national Blaise Compaoré dispose d'un document qui réponde aux normes de gestion des urgences. Que ce soit au niveau du gouvernement, acteurs qui sont impliqués, plan blanc. Et voilà pourquoi, au titre des invités, nous avons invité pour qu'elles viennent nous aider à amender le document pour que lorsqu'une catastrophe survient, nous puissions ensemble la gérer. L'hôpital national Blaise Compaoré est le dernier né des hôpitaux au Burkina Faso. Structure de référence de 3e niveau dans la pyramide sanitaire nationale, cet hôpital est le premier à vouloir disposer d'un manuel pour la gestion des urgences. Le premier responsable de cet hôpital a émis le vœu que les autres hôpitaux du Burkina Faso se dotent de tels documents pour plus d'efficacité et d'économie dans le fonctionnement de leurs services d'urgence. Éducation pour tous avec un clin d'œil aux enfants en situation de handicap sans en faire des marginalisés. Ils ont des besoins spécifiques à combler. C'est en somme le message d'ONG et associations en éducation dont Handicap International qui mène l'initiative. En vue, il s'agit de mettre sur pied un groupe de plaidoyer pour la promotion d'une éducation qui tienne compte du handicap dans les écoles et centres de formation au Burkina. Moussaki et Nathalie Sawadogo. À l'image de ce jeune homme, ils sont nombreux les personnes handicapées qui éprouvent des difficultés d'accès aux salles de rencontre et aux écoles de formation. Et ces acteurs du système éducatif, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, réfléchissent sur la mise en place d'un groupe de plaidoyer pour la promotion d'une éducation inclusive dans les écoles et centres de formation. Cette approche va prendre en compte les besoins particuliers d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, il faut que les modes d'enseignement puissent s'adapter. Ça passe effectivement par des conditions matérielles. Ça peut être des conditions d'accessibilité physique avec des rampes qui permettent d'accéder ou autre type de matériel pédagogique adapté. Mais je crois qu'avant tout, ça passe par un changement de mentalité dans l'enseignement. Selon le ministère en charge de l'éducation nationale, bon nombre d'enfants handicapés font partie des 20% des jeunes non scolarisés au Burkina Faso. Cette rencontre est une occasion pour demander l'implication de l'hémicycle afin d'assurer la promotion des droits des personnes handicapées. Nous, personnes en situation de handicap, il faut qu'il y ait un regard spécial sur les personnes en situation de handicap parce que nous sommes des cas, je dirais, spécifiques. Dans tout ce que nous faisons ici comme travail, quand il s'agit de la personne handicapée, il y a forcément un obstacle. L'Assemblée nationale est interpellée à un double titre. D'abord, individuellement, il n'y a pas un député ou un membre de l'administration parlementaire qui ne soit pas affecté, soit de manière directe ou indirecte, par au moins une situation de handicap. Alors, au deuxième plan, c'est le fait que c'est une structure qui est chargée de voter la loi, donc de fixer le cadre qui permette à tous les Burkinabés de se sentir nationaux.
La rencontre est organisée par Handicap International en collaboration avec le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CESEB. Le groupe de plaidoyer composé de 12 membres devront faire des propositions d'action dont leur mise en œuvre va permettre une véritable promotion de l'éducation inclusive au Burkina Faso. Dans le domaine des mines, on entendra bientôt le son du glas de l'amateurisme. La mise en œuvre de filières de formation est entamée. La Chambre des mines et celle en charge du commerce viennent de valider des filières de formation de l'école des mines du Burkina en vue. Il s'agit de combler ce vide si longtemps décrié, à savoir la quasi-absence de personnel qualifié dans le domaine des mines. Jean de Dieu, Kologo et Yarkiteda. L'activité minière connaît de nos jours un boom au Burkina Faso. Le besoin de formation et de recyclage du personnel minier s'est fait de plus en plus pressant. La Chambre des mines et celle du commerce et d'industrie du Burkina pensent qu'il est alors important de mettre en place une école des mines dans notre pays. C'est pourquoi elles ont initié un atelier de validation des filières de formation de cette école. Une telle étude pour la Chambre de commerce est un apport pour la promotion et le développement du secteur minier. C'est une activité qui s'inscrit également dans les activités traditionnelles de la Chambre de commerce à travers le Centre d'études des métiers et des qualifications qui a réalisé déjà plusieurs études prospectives emploi-formation. Au stade actuel, nous avons 4 filières de formation que nous avons identifiées. Et ce sont ces 4 filières de formation justement que nous avons voulu partager avec les entreprises du secteur minier pour être sûr que ça répond effectivement aux besoins du secteur minier. La création d'une structure chargée de la formation des agents des mines nécessite la participation de tous les acteurs, à savoir les bailleurs de fonds, les sociétés minières et l'État. Le ministère des Mines, justement, va pouvoir observer beaucoup de gens formés aussi, parce que nous avons un rôle de contrôle suivi de toutes ces activités minières. Si vous manquez de compétences techniques pour pouvoir aller suivre et contrôler les sociétés minières, ça vous cause un déficit de suivi. Les métiers et emplois miniers concernés sont ceux de l'exploration et du génie électrique. Il s'agit entre autres des sondeurs, des laborantins, des opérateurs de mines, des techniciens miniers et des techniciens en développement durable. La création d'une école des mines permettrait d'améliorer le taux d'employabilité des nationaux au sein des sociétés minières et de résorber ainsi le problème de chômage des jeunes. Chez les élèves diplomates, c'est la dernière ligne droite avant le terrain. La deuxième promotion des étudiants de l'Institut national des hautes études internationales a entamé la série des soutenances des mémoires de fin de cycle. Cette étape est le couronnement de 2 années d'études en diplomatie et relations internationales. Ramatou Zida a assisté à quelques séances et voici son compte-rendu. C'est l'étape ultime de la formation dans les écoles professionnelles. Le face-à-face entre le jury et l'étudiant qui doit défendre son mémoire. 14 sur 20, c'est la note qu'a obtenue Suzanne Nouma après avoir présenté son travail sur la coopération interétatique dans la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières, cas du complexe W Arli Pendjari. Denis Kaboré et Moumouni Guigemde ont quant à eux obtenu la note de 16 sur 20. Les ressources naturelles du complexe WAP sont sujets à de nombreuses dégradations. Donc pour prévenir ces menaces-là, nous avons fait des investigations pour apporter des solutions à la dégradation de cet espace-là. J'ai encadré un étudiant qui s'appelle Kaboré Denis. Il a soutenu, il a eu mention très bien, 16 sur 20. Donc c'est un excellent travail. 7 autres étudiants de l'Institut national des hautes études internationales attendent de soutenir leur mémoire de fin de cycle. Un couronnement de 2 années d'études pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales. Alors pour l'instant, l'Institut délivre le diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales, qui est un diplôme obtenu après 2 années d'études à l'Institut, où le recrutement se fait à partir de la maîtrise en sciences sociales. L'Institut national des hautes études internationales a été créé en 2008 et depuis 2010, elle a en charge la formation
des diplomates burkinabés. Et puis, je vous l'annonçais en titre, la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Les gouvernements des deux pays étaient réunis autour des présidents Compaoré et Ouattara pour évaluer l'état de mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre Ouaga et Yamoussoukro. La conférence a permis aux deux parties de s'accorder sur des priorités comme la libre circulation des personnes et des biens, sur les corridors reliant le Burkina à la Côte d'Ivoire et sur la mise en œuvre de grands projets comme l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Niger. Les deux parties s'engagent également à coopérer pour faciliter l'approvisionnement en énergie électrique et les hydrocarbures. Le point donc avec nos envoyés spéciaux qui viennent de rentrer de Yamoussoukro, Oumarou Zungrana et Fousseni Kindo. Une entrée toute en ovation dans la salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Pour son deuxième jour de séjour dans la capitale politique ivoirienne, le président du Faso, accompagné de son homologue Alassane Ouattara, est accueilli en triomphe pour l'ouverture des travaux de la 3e conférence au sommet sur le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Un traité voulu par les deux États depuis 2008 pour le bien-être de leurs peuples respectifs. Au-delà de l'épanouissement des populations, ce traité est un exemple d'intégration sous-régionale. Nous avons choisi d'inscrire résolument notre traité dans la perspective de l'intégration sous-régionale, qui nous invite à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de constitution de grands ensembles régionaux, seuls à même de répondre aux nombreuses exigences de la mondialisation, aux défis du développement et du progrès de nos populations. Excellence, Monsieur le Président, la présente rencontre nous offre également l'occasion d'échanger sur l'état actuel de notre coopération, de prendre la mesure des progrès accomplis et de poser des actes forts et concrets pour amplifier les acquis et accélérer la mise en œuvre des engagements souscrits. Mais avant cet exercice d'évaluation de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, un rappel des points d'avancée semblait nécessaire et le président Alassane Ouattara de se réjouir des acquis. Ces accords concernent notamment la décision conjointe portant sur la facilitation du commerce, des transports et du transit sur les corridors reliant la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le protocole d'accord portant création d'un cadre de concertation des experts et hauts fonctionnaires des ministères en charge de la sécurité, l'accord de coopération militaire et technique, le protocole d'accord lutte contre la traite transfrontalière des enfants, le protocole portant création d'un comité conjoint de suivi de la fluidité du trafic. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.